actuelle en Suisse. La production électrique suisse se base presque exclusivement sur 3 formes d'énergie. Les centrales hydroélectriques représentent 57% de la production totale, le nucléaire couvre 41% et l'énergie d'origine thermique fournit un appoint de 2%. La consommation, quant à elle, est répartie de la manière suivante. L'industrie représente le plus gros consommateur avec 37%, les ménages suivent avec 28%. Les services, avec 24%, représentent une part importante. Restent les transports, avec 9%, et enfin l'agriculture, avec 2%. Électrique offre l'avantage d'utiliser une énergie renouvelable. De plus, elle permet de s'adapter à la demande de manière très souple. La consommation journalière subit en effet des fluctuations importantes qui peuvent être très rapides. Un simple réglage des débits d'eau dans les turbines permet alors de modifier la production avec une très faible inertie. L'accumulation de l'eau pendant la saison chaude permet de plus de satisfaire l'augmentation de consommation que l'on constate en hiver. Au début du printemps, les lacs d'accumulation sont donc vides. Aujourd'hui, l'essentiel du potentiel hydroélectrique a déjà été exploité. Néanmoins, plusieurs projets sont à l'étude, visant soit à la réalisation de nouveaux ouvrages, soit à l'amélioration des centrales existantes. C'est dans cette optique que, par exemple, le projet Cleuson-Dixence a vu le jour. Pourquoi le projet Cleuson-Dixence ? Eh bien, je crois que la Grande Dixence est un ouvrage qui est bien connu. C'est un barrage des centrales, une production d'électricité d'environ 1,5 milliard de kilowattheures par année. Le projet Cleuson-Dixence ne permettra pas d'augmenter cette production d'énergie, qui restera de l'ordre d'1,5 milliard de kilowattheures par année. Par contre, le projet Cleuson-Dixence va permettre, par la construction d'une nouvelle usine, de concentrer cette production sur un nombre d'heures beaucoup plus réduit, c'est-à-dire en gros sur 1 mois environ, au lieu de concentrer cette production sur 3 mois. De cette façon-là, nous disposerons de la possibilité de fournir aux heures les plus chargées de l'hiver. Lorsque le marché européen de l'électricité est le plus chargé, nous aurons la possibilité à ce moment-là de rester exportateur, même si c'est au prix d'un déficit important en dehors de ces heures de pointe. Et nous allons de cette façon-là pouvoir exporter un peu d'énergie dans les heures de pointe et en échange importer beaucoup d'énergie dans des heures moins chargées. Alors on cite le projet Cleuson-Dixence, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles installations hydroélectriques en prévision ? Nous avons d'assez nombreux projets d'installation hydroélectrique. Ce sont des projets en général de plus faible envergure, des projets qui sont loin de ce que représente par exemple la Grande Dixence. Mais nous avons sur à peu près tous ces projets de très grosses difficultés de réalisation dues à la sensibilité actuelle aux problèmes d'environnement. Et la production hydroélectrique, qui présente un certain nombre d'avantages, puisqu'il s'agit d'une énergie renouvelable, bien connue en Suisse, dont les risques sont très limités et bien maîtrisés, eh bien, cette production d'énergie électrique conduit quand même à un certain nombre d'atteintes au paysage, par des barrages notamment,
Et cette atteinte-là est de moins en moins tolérée par les protecteurs de l'environnement. Est-ce qu'on pourrait envisager le remplacement de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire par un accroissement du potentiel hydroélectrique en Suisse? Partiellement sans doute, mais probablement pas totalement pour une grande centrale nucléaire. Il reste un potentiel hydroélectrique utilisable en Suisse. D'abord, il y a des sites qui ne sont pas encore exploités, et puis ensuite, il y a des ouvrages existants qui sont anciens et qui pourraient être rénovés avec une amélioration de leur rendement et de leur production. Ces améliorations, elles ont été approximativement chiffrées. Elles représentent des investissements bien sûr très importants. Et pour autant que ces projets puissent se réaliser, ce qui est quand même difficile dans le contexte actuel, eh bien, elles pourraient remplacer peut-être l'équivalent de la moitié d'une grande centrale nucléaire. Mais il faudrait évidemment, pour mettre en œuvre tout ce programme-là, il faudrait certainement des dizaines d'années, parce que c'est un énorme programme de construction et de rénovation d'ouvrages hydroélectriques. D'abord, il faut dire que les producteurs d'électricité ont accaparé le 90% de tous les cours d'eau de Suisse pour y mettre des barrages. Donc je crois que la balance est vite faite, 90% de leur côté, 10% du nôtre. Nous estimons que ce 10% de cours d'eau à peu près naturels ou sauvages qui restent doivent être protégés et qu'on ne peut accepter d'intervention sur cette petite portion de cours d'eau qui nous reste que dans la mesure où on respecte d'une façon tout à fait particulière l'environnement. Et parfois, c'est simplement impossible de construire sans des dégâts très importants à ce qui nous reste de nature sauvage. Donc il est normal qu'une organisation comme la nôtre soit extrêmement sévère pour la sauvegarde de ces cours d'eau, puisque c'est le but de notre organisation de sauvegarder la nature qui nous reste. Et je crois que chacun peut faire le constat que c'est la portion congrue qui reste à la nature aujourd'hui et qu'il faut par conséquent la défendre avec une vigueur toute particulière. Les possibilités d'extension du parc hydroélectrique actuel sont donc limitées, tant par le peu de ressources encore non exploitées que par les atteintes à l'environnement qu'entraînerait la réalisation de nouveaux ouvrages. Cependant, si l'augmentation de consommation dans les années à venir est conforme aux prévisions, il est envisageable qu'une optimisation poussée des centrales hydroélectriques actuelles puisse combler une partie du déficit énergétique. Alors que l'hydroélectrique permet d'adapter très rapidement la production à la demande, le nucléaire en Suisse assure une puissance de base dont le niveau varie peu. Souvent contestée, cette forme de production d'énergie constitue néanmoins une ressource d'approvisionnement actuellement nécessaire. Son abandon nécessiterait des mesures radicales d'économie, voire des privations. 4 centrales sont actuellement en service, soit Betznau dans le canton d'Argovie, Mühleberg dans le canton de Berne, Gösgen dans le canton de Soleure et Leibstadt encore dans le canton d'Argovie. Ces 4 centrales assurent le 40% de la production suisse totale, avec plus de 20 milliards de kilowattheures par an. Dans chaque centrale, le processus de fission nucléaire se déroule à l'intérieur d'un réacteur, protégé par des mesures de sécurité sévères. L'accès des personnes dans les zones stratégiques est strictement contrôlé. Nous sommes ici dans l'enceinte du réacteur de la centrale de Leibstadt. Il a fallu franchir 6 postes de contrôle successifs pour y pénétrer. Pour chaque centrale, l'enceinte est étudiée de manière à assurer une protection du réacteur aussi élevée que possible. Ici, ce que nous voyons est une enceinte d'acier de 4,5 cm d'épaisseur, entourée d'un volume d'air étanche, puis d'une nouvelle enceinte en béton. Une telle protection est prévue pour résister à la chute d'un Boeing. Le cœur du réacteur, contenant les barres d'uranium, est isolé sous une cloche étanche, elle-même immergée dans un bassin. On ne l'ouvre qu'une fois par année lors du remplacement du combustible. Toutes les commandes ainsi que les informations issues des différents capteurs et des systèmes de surveillance sont centralisées dans la salle de contrôle. L'accès à cette salle est lui aussi strictement réglementé. Chaque élément de combustible peut être contrôlé individuellement,
En cas d'emballement du processus ou d'avarie grave, l'ensemble des barres d'uranium est isolé instantanément, provoquant ainsi l'arrêt immédiat du réacteur. Quelle est l'importance du nucléaire dans la production globale d'énergie électrique en Suisse ? Les centrales nucléaires produisent environ 40% de l'énergie électrique en Suisse. Il faut tenir compte du fait qu'en hiver, cette part est encore augmentée. Il faut savoir que Leibstadt produit environ 15% de l'énergie électrique suisse, ce qui représente environ la même quantité que les 5 plus grandes stations hydroélectriques, soit Grande Dixence, Oberhasli, Madja, Orin et Force motrice de l'Engadine, toutes réunies. Un des problèmes liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire auxquels doivent faire face les producteurs est celui du retraitement ou du stockage des éléments de combustible usagés. Voyons tout d'abord quelles sont les précautions prises lors du remplacement des barres d'uranium dans le réacteur. Toutes les installations sont d'abord stoppées. Cela permettra en même temps que le renouvellement du combustible d'effectuer les indispensables travaux de révision et d'entretien des autres organes de la centrale. Le réacteur est ensuite ouvert, laissant apparaître les barres d'uranium. La radioactivité élevée des éléments usagés impose de s'entourer d'un maximum de précautions. Ainsi, toutes les manœuvres d'extraction des barres d'uranium seront réalisées par un bras commandé à distance. Les déchets sont confinés dans des conteneurs et entreposés provisoirement à l'intérieur de la centrale avant d'être transférés dans des usines de retraitement à l'étranger. Ces usines permettent une récupération d'une partie du combustible. Il est question de stocker les déchets hautement radioactifs dans des dépôts définitifs. En Suisse, à l'heure actuelle, ce problème n'a toujours pas trouvé de solution. Une centrale à refroidissement direct, comme celle de Leibstadt, 3% seulement de l'eau utilisée pour le refroidissement s'évapore et forme le panache classique. Le reste condense et crée la douche que nous voyons ici. Cette eau, seul rejet visible de la centrale, ne contient pas de substances radioactives. Le taux de radioactivité mesuré à proximité des centrales ne représente pas une augmentation réellement significative par rapport à la radioactivité naturelle. Cependant, le principe même de l'utilisation de l'énergie nucléaire représente un impact psychologique considérable sur la population. Voyons ce qu'il en est dans les environs d'une de nos centrales. Comment la population avoisinante réagit-elle à la présence de cette centrale nucléaire ? Je peux vous répondre en ce qui concerne Leibstadt ainsi que Betznau, comme les deux centrales sont voisines. Les résultats des votations sont un indicateur, et les votations 79, 84 et de l'année passée ont montré que les résultats sont de plus en plus positifs, plus on se rapproche des centrales. Nous sommes à Leibstadt, monsieur. Que pensez-vous de votre centrale ? Oui, chacun doit faire son devoir. Et moi-même, je me dis pourquoi pas en Suisse, pourquoi faudrait-il importer le courant de France ? C'est ça mon attitude. Que pensez-vous du moratoire ? Moi, je pense qu'il faudrait produire chez nous le courant qu'on consomme. Et si on n'a pas assez d'hydroélectrique, il faut utiliser le nucléaire ou l'énergie solaire si ça marche.
Le moratoire ne risque-t-il pas d'inciter à une exploitation excessive des centrales nucléaires actuelles? Das Moratorium veranlasst uns natürlich sicher alle möglichen Le moratoire nous impose d'étudier toutes les possibilités nouvelles de produire de l'énergie, mais certainement on doit aussi mieux exploiter les centrales existantes. Nous avons, par exemple, un projet qui prévoit une augmentation de la puissance actuelle, puisque nous disposons de certaines réserves. weil noch Reserven da liegen. Es ist aber nicht die Meinung, dass das übermäßige Nutzungen sind. Cela ne signifie pas une exploitation excessive de la centrale. Tout est étudié exactement et analysé selon les critères de sécurité pour éviter de dépasser les marges de sécurité. Dass wir die Effizienz des Werkes, also die bessere Ausnutzung. Nous disposons aussi d'un projet pour augmenter le rendement du combustible. Nous voulons augmenter la production électrique par des mesures techniques, en diminuant les consommations propres, en maintenant le même niveau de production thermique. Erreichen können. Si l'on constate malgré tout que la production ne couvre pas les besoins en dépit de ce que vous proposez, ne pensez-vous pas qu'un retour au nucléaire soit inévitable après la période du moratoire? J'ai un premier espoir, c'est que même, par exemple, le conseiller fédéral Haughey, qui était très opposé à nos points de vue jusqu'à la votation du 23 septembre, suite à la votation a compris qu'il devait changer de politique et mettre en place une politique de conservation de l'énergie et de production nouvelle d'énergie. Si le monde des spécialistes de l'énergie suit cette politique, c'est-à-dire accepte de faire ce retournement suite à cette indication du peuple suisse, je suis convaincu que nous aurons mis en place, avant la fin du moratoire, une politique énergétique qui nous permettra de nous passer complètement du nucléaire. Mais si nous n'y parvenions pas, je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux se priver d'un certain nombre de services. Donc, pas seulement recourir aux économies d'énergie de niveau technique, mais diminuer notre consommation par des privations, c'est-à-dire en renonçant à une partie de notre confort actuel, plutôt que de construire des centrales nucléaires qui ne feront qu'augmenter le danger d'une destruction totale du pays et de catastrophes qui sont infiniment plus dramatiques et définitives qu'une baisse de température dans les locaux ou qu'une privation de quelques kilomètres par année avec sa voiture. Quel est l'avenir du nucléaire en Suisse? Die Kernenergie in der Schweiz, deren Zukunft zu beurteilen, das ist nicht so leicht. Ich selber bin optimistisch. Ich glaube, dass wenn wir einmal sehen... Il n'est pas très facile de juger de l'avenir du nucléaire en Suisse. Moi-même, je suis optimiste en constatant quelles sont les possibilités alternatives. Je pense que le nucléaire regagnera la confiance. Ceci implique naturellement que de mauvais exemples et accidents comme celui de Tchernobyl ne se reproduisent plus, nulle part dans le monde. Alors il est absolument clair dans toutes les prévisions qui ont été faites par tous les experts qui sont neutres, qui ne sont pas des gens en tout cas rattachés au WWF, que tous les scénarios qui prévoyaient l'utilisation du nucléaire conduisaient à une augmentation plus importante du pétrole que les scénarios qui prévoyaient l'abandon du nucléaire. Justement par ce mécanisme de transfert de notre intelligence, si vous voulez, et de nos finances vers des solutions plus efficaces. La Suisse ne possède qu'une seule centrale thermique conventionnelle de grande puissance, la centrale de Chavalon, fonctionnant au fioul lourd. Les fumées rejetées par une telle centrale, riche en dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et surtout en gaz carbonique, portent atteinte à la qualité de l'air. Ce problème n'existant ni dans l'hydroélectrique ni dans le nucléaire, on peut se demander si le thermique conventionnel a encore sa raison d'être aujourd'hui. Oui, alors la présence de Chavalon certainement se justifie encore lorsque nous ne pouvons plus construire de centrales hydroélectriques parce que les protecteurs de la nature ne l'acceptent pas, lorsque nous ne pouvons plus construire de centrales nucléaires
parce qu'un moratoire nucléaire a été voté par le peuple suisse, il est indispensable de conserver au moins toutes les sources de production d'électricité dont nous disposons et que nous avons. Par conséquent, la présence de Chavalon se justifie encore parfaitement sous cet aspect-là. Nous ne sommes pas encore conformes à l'OPER, mais nous avons soumis un projet d'assainissement des installations de Chavalon, un projet qui rendra cette centrale parfaitement conforme aux directives fédérales en la matière. En raison de l'atteinte que porte ce type de production à l'environnement, il n'y a pas de projet pour la construction de nouvelles centrales thermiques conventionnelles en Suisse. De plus, l'approvisionnement en fioul impliquerait une dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger. Comme nous l'avons vu, l'extension des moyens de production conventionnels touche à son terme en Suisse. De plus, l'état de notre environnement nous incite à nous diriger vers de nouvelles formes d'énergie. Donc on voit qu'avec des progrès techniques et avec une incitation importante de la part des autorités, par des affectations de taxes par exemple, on taxait les énergies fossiles pour favoriser l'énergie solaire, on devrait arriver à mon avis dans les 20-25 ans à venir à couvrir une bonne partie de nos besoins en énergie avec l'énergie solaire. De quelle manière est-ce qu'EOS encourage la recherche en ce qui concerne les énergies nouvelles ? EOS contribue à la recherche de plusieurs manières différentes. Il y a plusieurs types de recherche. Il y a la recherche fondamentale, il y a la recherche appliquée, et puis il y a la recherche liée à l'exploitation elle-même, pour réaliser une exploitation optimale. Nous faisons nous-mêmes de la recherche surtout dans ce dernier domaine, mais nous contribuons financièrement à de la recherche fondamentale et à la recherche appliquée, notamment à travers une contribution des entreprises romandes d'électricité au Fonds national suisse de la recherche scientifique, une contribution qui est fixée à 0,1 centime par kilowattheure. C'est actuellement environ 7 millions de francs par année. Et nous contribuons également au Fonds national de la recherche énergétique, comme d'ailleurs tous les autres agents énergétiques, et qui financent également de très nombreux projets, spécifiquement dans le domaine de l'énergie. Il n'a été question jusqu'ici que de satisfaire l'augmentation de consommation par une production adéquate. Une autre manière de voir le problème est d'axer les efforts sur l'économie d'énergie. Les premières mesures à prendre sont des mesures d'économie, pas du tout au sens de restriction policière de la consommation, mais déjà en appliquant les meilleures techniques connues pour tous les ustensiles que nous utilisons, les véhicules, le chauffage également, de façon à pouvoir rendre le même service que l'on connaît aujourd'hui avec une consommation moindre d'énergie. Tous les experts qui ont étudié cela savent que cela est possible. Il faut toujours un certain temps d'adaptation parce qu'il faut évidemment renouveler le parc de matériel pour que cela soit possible. Mais il y a des possibilités énormes de réduction, je dirais en moyenne de l'ordre de 50% de notre consommation d'énergie pour obtenir le même service, mais simplement avec une consommation moindre. Dans quelle mesure une augmentation du prix de vente du kilowattheure pourrait-elle amener une diminution de la consommation ? Alors, comme toujours, il y a un effet psychologique instantané par le simple fait qu'il y a une augmentation pendant quelques semaines, après quoi l'effet se tasse. Si on voulait vraiment avoir une diminution conséquente de la consommation, il faudrait vraisemblablement tripler ou quintupler le prix, ce qui est probablement impossible. Maintenant, il faut aussi rappeler que le kilowattheure est extrêmement bon marché. En effet, nous allons à Lausanne, par exemple, faire prochainement une augmentation de 8% du prix de l'électricité, mais depuis la dernière, l'augmentation du coût de la vie a été de 50,4%. Et d'autre part, il faut savoir que si le prix du kilowattheure avait été adapté depuis le début du siècle, le kilowattheure coûterait aujourd'hui entre 4 et 5 francs. Nous avons, pas seulement nous, les experts, notamment les experts de la Confédération, avaient fait des calculs sur les moyens de couvrir nos besoins d'énergie électrique. Alors, un des moyens, c'est de construire des centrales nucléaires. L'autre moyen, c'est d'investir les mêmes sommes pour des mesures d'incitation aux économies d'énergie, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, par l'application de techniques plus efficaces en matière énergétique. Et on se rend compte que,
en transférant l'argent que l'on investit, par exemple dans des centrales nucléaires, dans ces mesures d'économie, on économise beaucoup plus d'énergie qu'on en produit avec les centrales nucléaires. Donc non seulement on n'aura pas besoin de ces centrales nucléaires, mais en ayant évité de gaspiller notre argent dans la construction de centrales nucléaires, on aura plus rapidement une couverture meilleure de nos besoins énergétiques par ces économies et en plus, bien sûr, par le recours à des productions plus écologiques. On parle souvent de la fusion nucléaire. Considérez-vous qu'elle puisse être un jour la solution des problèmes énergétiques? Comme scientifique, j'ai l'habitude de ne jamais exclure aucune hypothèse. On ne peut donc pas dire que la fusion ne sera jamais une ressource énergétique importante pour l'humanité, mais dans la situation où elle se trouve aujourd'hui au niveau de la recherche et de l'application technique, c'est un mythe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément aujourd'hui qui nous permet de penser que la fusion puisse un jour être réellement appliquée à la production d'énergie. Ceci dit, une fois de plus, on ne peut pas l'exclure, mais il n'y a aucun élément pratique qui nous fait penser qu'on pourrait avoir un espoir quelconque pour le siècle à venir. Quel avenir reste-t-il pour l'ingénieur de demain? Selon vous, quel rôle devrait être amené à jouer l'ingénieur dans la production d'énergie d'origine nucléaire? Auf diese Frage gehe ich gerne ein, weil das auch ein Anliegen ist von uns, zeigen zu können. Je réponds volontiers à cette question, puisqu'il nous est important de montrer qu'il existe des travaux intéressants dans une centrale nucléaire. À première vue, on pourrait penser qu'une centrale nucléaire est une machine. Elle fournit toujours le même produit, toujours du courant à 50 Hz, et que c'est une structure statique. Mais si vous regardez de plus près, il existe des projets d'amélioration que j'ai mentionnés, amélioration de l'efficacité, augmentation de la production, augmentation des rendements. Ce sont des problèmes techniques exigeants. Nous sommes poussés par la législation à nous maintenir au niveau actuel de la technique et des sciences. Pensez à la surveillance par les moyens électroniques avec des ordinateurs. Pensez aussi, dans le futur, à des applications de systèmes experts. Il existe des problèmes exigeants et nous avons donc engagé de jeunes ingénieurs qui s'occupent de ces questions. Pendant toute la durée de vie de la centrale, il y aura toujours des occupations intéressantes pour les ingénieurs, que ce soit dans le domaine mécanique ou électrique. Je crois qu'il y a 3 objectifs à poursuivre dans ce domaine. Le premier concerne l'ingénieur et les 2 autres le concernent peut-être moins. Le premier, c'est d'appliquer dans tout ce que nous faisons les techniques les plus respectueuses de l'environnement. Et là, l'ingénieur, aujourd'hui, plutôt peut-être que de rechercher toujours des méthodes nouvelles pour produire plus ou moins cher, va se tourner de plus en plus vers la recherche et l'application de techniques plus respectueuses de l'environnement, moins consommatrices d'énergie, moins polluantes. Je crois qu'il y a là un challenge extraordinaire pour l'ingénieur de demain, une place très importante pour le technicien. Le seul danger que je vois là, c'est qu'on réduise nos objectifs de l'avenir à ce niveau, parce qu'il y a 2 autres niveaux à respecter. Un premier, c'est au niveau de l'économie en général, de faire en sorte que le pollueur soit réellement le payeur, c'est-à-dire que celui qui ne prend pas les précautions techniques pour sa production doit en payer le coût et par conséquent d'être incité économiquement à respecter au mieux la nature et l'environnement. Et puis le troisième niveau, c'est un niveau plus général, plus éthique, de savoir quelles sont les limites de l'emprise de l'homme sur la Terre. Je crois que nous avons déjà dépassé ces limites. Donc il y a toute une politique générale à avoir, mais qui ne dépend pas ni que des politiciens, ni que des ingénieurs, mais de chacun d'entre nous, de savoir qu'il faut limiter notre population mondiale, il faut limiter notre consommation, il faut essayer de jouir de biens qui ne soient pas que des biens matériels et essayer d'imaginer une